Famille, justice, enfance. Bonjour, aujourd'hui avec Sylvie Castro qui est avec nous. Sylvie qui dirige une association qui s'appelle Association Communiquer pour vivre et qui a commis d'ailleurs 3 ouvrages. Rafle d'enfants, pourquoi sur effectivement les placements abusifs. Un deuxième qui s'appelle Espoir aux frontières de l'irréparable, dont on nous parlera également. Et un troisième qui s'appelle L'école, enfer ou paradis. Sylvie, bonjour, vous allez bien? Oui, merci Stéphane, ça va bien. Merci de me recevoir. Allez-y, expliquez-nous, qui êtes-vous? Pourquoi ces 3 livres? Pourquoi cette démarche? Qui est Sylvie Castro? Alors, pour en revenir à l'origine de ces 3 livres, pour commencer un petit peu, l'école, c'est le début de la vie. Enfin, je veux dire, ça prend pas mal de place dans notre vie. Moi, j'ai pas un très bon souvenir de l'école. J'étais pas très bien dans ma peau, enfant, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser maintenant. Et ça allait même assez mal en primaire. Et quand j'ai eu mes enfants, je me suis aperçue que 3 sur 4 avaient des problèmes vraiment à l'école. Et donc, je me suis mis à fabriquer du matériel. Je me suis mis à faire des recherches pédagogiques. J'ai découvert Montessori, j'ai découvert d'autres grands pédagogues. Et ça m'a passionnée. Et en fabriquant du matériel, j'en ai fait profiter aussi des écoles, plutôt des écoles privées. Les entrées étaient plus faciles. Et un jour, suite à une déception où je voulais faire connaître certaines pratiques thérapeutiques qui sont bien connues maintenant, mais qui n'étaient peut-être pas encore assez avant, et j'avais proposé mes services à ces personnes, et ça ne s'est pas réalisé, et je trouvais que c'était un échec, et je voulais pas rester sur un échec, et alors je me suis dit, je vais faire un livre sur l'école avec toutes les expériences que j'ai faites. Donc c'est un petit peu autobiographique, c'est un petit peu romancé, mais en principe ça plaît beaucoup. C'est assez vivant. Donc c'est l'histoire d'un instituteur qui met en place dans sa classe un système qui permet à tous ses élèves de réussir. Et il y a même des enseignants qui m'ont dit, mais vous avez enseigné parce que ils voyaient que je comprenais ce que des enseignants aussi pouvaient souffrir dans le système de l'éducation actuelle de l'époque. Je ne sais plus, je crois en combien je les ai fait, en 2002. C'était avant, oui, 2015 peut-être, je ne sais plus très bien, je n'ai pas vérifié, mais c'est toujours d'actualité. Voilà. Donc ça, c'est le premier livre qui a eu 2 éditions. Ce sont des auto-éditions. J'avais peur qu'on me les transforme. Enfin voilà, je voulais avoir aussi des livres à disposition pour pouvoir en donner. Et je trouvais ça mieux, quand on peut le faire. Après, il est effectivement sur Amazon, on le trouve facilement. L'école, enfer ou paradis, c'est celui-là. Oui. Alors, tous les livres, on peut aussi les avoir normalement en e-book. Oui. Sur Amazon. Par contre, il y a des gens qui m'ont dit qu'on leur a dit qu'il n'y en avait plus. Enfin, il faudrait que j'ai pas eu le temps de me réoccuper de ça. J'ai eu trop d'occupations. Alors, sur Amazon, il y a une biographie de l'auteur qui dit « Né à Suresnes le 21 avril 1955, Sylvie Castro mène de front une vie familiale et associative après avoir fait un bac d'économie, un secrétariat de direction. Vous êtes maman de 4 enfants, vous avez un mari chef d'entreprise et vous animez des associations dont le but est souvent d'améliorer la relation citoyen-élu ainsi que la communication entre tous. Et il vous présente comme étant passionné de pédagogie. » Donc vous avez écrit ce livre, L'école, enfer ou paradis. C'était le premier que vous avez écrit en 2007? Oui, le premier, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est l'année exacte, mais en tous les cas, c'est le premier que j'ai écrit, puisque le deuxième, je l'ai écrit en 2000... non, c'était le troisième. Oh là, en fait, je me souviens que du dernier, au niveau de la date, puisque c'est le titre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à écrire le deuxième livre? Alors, le deuxième livre, c'est... Voilà. Espoir aux frontières de l'irréparable. Je suis en train de réfléchir comment j'en suis arrivée là. Ça, c'est incroyable. Je ne sais plus. Alors, des témoignages poignants. C'est parce que j'ai été thérapeute. D'accord. Et en tant que thérapeute, j'ai eu beaucoup de confidences sur des abus sexuels quand ces personnes étaient enfants. Même des amis qui se sont confiés à moi.
On dit que 80% de l'abus sexuel, ce sont des incestes, et donc c'est en famille. Après, il y a les voisins, les amis de la famille, etc. Et après, il y a les réseaux. Et donc, c'est comme ça, en fait. Je vis tellement dans le présent que j'oublie le passé. Mais c'est comme ça que j'ai vraiment été choquée du nombre d'enfants abusés sexuellement, enfants, très jeunes. Très jeunes, je dirais même bébés. 1 sur 5, d'après les statistiques. Ouais, c'était... Je ne comprenais pas que les médias n'en parlent pas. Ça me paraissait illogique, ça me paraissait tellement terrible. Et il y a évidemment beaucoup de choses. Là, ça serait rien que ça serait une émission à traiter. Mais bon, pour faire le tour, en tous les cas, aujourd'hui, donc nous avons ce livre et j'ai découvert de fil en aiguille par Internet, parce qu'il y a les gens en direct, et puis après, quand j'ai annoncé sur Internet que j'ai travaillé sur ce livre, des gens sont venus à moi pour me raconter leur histoire. Bien sûr. Et quelqu'un m'a fait connaître une personne qui a été 3 ans exploitée par des réseaux pédocriminels. J'ai voulu aussi éditer ce livre parce que je me suis dit jamais un éditeur va vouloir l'éditer. C'est toujours un peu délicat. En tous les cas, ce monsieur, j'ai pris son témoignage. C'est un témoignage tellement... comment on peut dire ça, tellement terrible, tellement horrible, que quand beaucoup de personnes, quand elles ont lu ce livre, m'ont dit je peux plus continuer. Mais moi, je voulais qu'on sache vraiment, parce que on peut parler de choses générales, mais quand on donne des détails, quand on donne, voilà, qu'on raconte vraiment ce qui s'est passé, on prend plus encore la mesure de l'horreur de ce genre de pratique. Et ce monsieur, en fait, comment c'est arrivé, pour donner un petit peu l'anecdote, si on peut dire, son papa était très malade, il n'avait pas de frères et sœurs, et sa maman n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper de lui. Donc, un voisin très gentil, n'est-ce pas, a proposé ses services pour l'emmener à la piscine, à la pêche, au musée, etc., jusqu'à ce que petit à petit, eh bien, il le forme. Donc, il savait ce qu'il allait faire, ce cher homme. Et il l'a même photographié, filmé pendant des pratiques tout à fait, que je dirais criminelles, hein, voilà. Et il était menacé que s'il parlait, on allait montrer ça à ses parents. Et lui, il avait honte puisque c'était sous la force, voilà, il n'avait pas le choix. Et il voulait protéger ses parents aussi, sachant que son papa était malade, que sa maman serait horrifiée aussi. Il a gardé ce secret pendant 3 ans. Et 3 ans parce que le monsieur qui s'occupait de lui a disparu de la circulation. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais entre mafiosos et autres personnes complètement à la dérive, tout est possible. Donc ce témoignage est assez unique en son genre, je pense, parce que j'ai pas voulu, comment dirais-je, pas embellir, c'est pas le mot, mais passer sous silence un certain nombre de détails. Mais je trouvais qu'il faut dire les choses. Bien sûr. C'est pas pour faire du sensationnalisme, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas pour faire le buzz. D'ailleurs, je l'ai pas fait parce que j'avais même pas à l'époque d'attaché de presse. J'en ai eu juste un, c'était ma fille pour le premier livre. Mais ce livre, il est toujours là puisque je l'ai édité et il ira pas au... Comment ça s'appelle là quand on écrase les livres là les livres qui sont payés par nos impôts que les grandes boîtes d'édition elles font pour faire plaisir aux copains. Eh ben moi, non, ça existera jamais. Je préférerais les donner voilà, parce que ce sont des informations très très importantes puisqu'on sait malheureusement que ça existe toujours. C'est intéressant dans ce cas-là parce que vous parlez effectivement d'un homme et dans ce secteur-là, on oublie parfois, certaines personnes oublient un peu trop facilement que les hommes aussi peuvent être victimes d'abus quand ils sont enfants. On parle beaucoup de femmes, mais c'est un problème qui n'est pas forcément genré et tous les enfants, effectivement, sont des cibles potentielles pour la prédation et pour certains réseaux. Et la nouveauté peut-être de nos années récentes, là, c'est que les hommes aussi maintenant s'expriment, alors qu'avant, on en parlait peut-être beaucoup moins. Eh ben, c'est vrai que moi, c'est un concours de circonstances qui m'a permis d'être en contact avec ce monsieur,
qui est grand-père aujourd'hui. Ça lui a donné d'ailleurs des pulsions qui l'ont amené à être, comment dirais-je, il avait envie de reproduire. Il avait envie de reproduire. Il a senti. D'accord. Okay. Il a reconnu, jamais avec de la cruauté, mais il y avait cette pulsion. Donc, il s'est fait soigner. Bien. Et voilà, il a accepté de se faire soigner. Et j'ai une association, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais j'avais connu Latifa Benari, qui est présidente de cette association, et qui m'avait fait découvrir le travail qu'elle faisait, parce qu'elle-même a été abusée sexuellement pendant 10 ans par un ami de son père. Et elle a cherché à comprendre comment on pouvait en arriver à faire ces choses-là, parce que nous-mêmes, enfin en règle générale, on comprend pas. On se dit, mais comment on peut être attiré à avoir des désirs sexuels pour des enfants? C'est pas quelque chose de normal. Et donc, sa recherche l'a amené à soutenir aussi bien des victimes d'abus que des abuseurs qui voulaient aussi comprendre et ne pas répéter la même chose, ou même des personnes qui avaient des pulsions mais qui ne voulaient pas passer à l'acte et qui avaient du mal à trouver de l'aide pour se faire aider. Donc c'est vrai que souvent on montre qu'un aspect des choses, et si on voulait avancer, ça serait en regardant tous ces aspects-là. Après, il y a aussi d'autres réseaux, enfin je veux dire, là je parle au niveau individuel, mais en ce qui concerne les réseaux, on trouve prostitution, donc histoire d'argent, histoire de débauche totale. Souvent, les gens ne croient pas dans le satanisme, mais ces groupes-là, qui sont vraiment avancés là-dedans, vont vers tout ce qui est contraire à notre morale, je dirais, judéo-chrétienne. Donc la débauche, l'amour de l'argent, du pouvoir, dans ces extrêmes. Bon. Et dans les réseaux, c'est ce qu'on peut trouver. Alors, je reviens sur cet homme. Déjà, on va dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à fonder une famille, puisqu'il est grand-père. Oui. C'est quand même la très très bonne nouvelle. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et vous avez écrit aussi un troisième ouvrage qui s'appelle Espoir aux frontières de l'irréparable. Eh bien, imaginez-vous que c'est en faisant le livre sur la pédocriminalité, sur les abus sexuels sur les enfants, que j'ai découvert les placements abusifs. Ah. Parce que des gens m'ont dit, voilà, nos enfants sont placés, ils sont abusés en famille d'accueil, ils sont abusés dans les foyers. Alors bien sûr, je ne veux pas dire que c'est 100% comme ça partout, mais malheureusement, beaucoup. Oui, c'est le livre Rafle d'enfants en 2015, pardon. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et les gens, ils ne trouvaient pas mon titre abusif quand ils étaient passés par là. Parce que je peux vous donner quelques anecdotes qui sont incroyables. Et c'est ça qui est le plus difficile pour communiquer sur ce sujet, c'est qu'en fait, il se passe des choses incroyables, vraiment incroyables. Nous assistons donc à des valeurs inversées. On appelle le bien mal, le mal bien. Il peut y avoir des tas de raisons. Déjà, des raisons financières, parce que placer des enfants, eh bien, ça fait tourner tout un système. Xavier Nicolas, le maire de ma commune, qui a été aussi, qui a eu des responsabilités au niveau des services sociaux, il a été président des services sociaux. Comme c'est un ami, moi, je lui ai fait part de ce que j'ai découvert. Il m'a dit, tu crois, Sylvie? Je lui ai présenté des familles. Il est allé voir les dossiers. Il a dit, oui, c'est pas normal. Et il a accepté même de faire une vidéo, que je dois avoir quelque part, de temps en temps, qui ressort sur les réseaux. Olivier Marleix aussi, d'ailleurs, le député des Républicains à l'Assemblée nationale, lui-même a été directeur des services sociaux et il a reconnu qu'il y avait des placements abusifs parce que lui-même a fait aussi des recherches et il a trouvé aussi que le fonctionnement était de pire en pire parce qu'avec la CRIP, enfin, il y a comme quelque chose qui déglingue complètement la machine, même si les placements abusifs, il y en a depuis longtemps, mais la machine s'est emballée. Oui, très Alors, clairement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un placement abusif, c'est un placement injustifié. Je vais donner un exemple, parce que c'est bien d'avoir des exemples. Je suis en contact avec un couple. Ils ont eu une petite fille. Bon, ça remonte déjà maintenant à quelques années. C'est à l'époque où j'ai fait mon livre, 2015. Ils sont même venus à la maison. Et leur petite fille était encore... elle prenait le sein.
Et voilà, elle était allaitée et un jour, elle a eu un peu de problème de constipation. Les parents étaient inquiets, le médecin de famille n'était pas là. Ils vont aux urgences. Là, c'est une doctoresse très gentille, très aimable, qui fait le tour de l'enfant, qui l'ausculte de tous les côtés et qui dit « Cette petite fille, elle va très bien, elle n'a pas de problème. » Je crois qu'elle n'a même pas parlé de la constipation. Enfin bref. Et puis, au moment de sortir, alors le papa était sorti pour aller chercher je ne sais pas quoi, donc la maman était seule avec la doctoresse. La doctoresse lui dit « Peut-être ça serait bien que je la garde 2-3 jours en observation. » La mère en elle-même, elle s'est dit c'est moi qui nourris ma fille, l'enfant va bien, elle comprenait pas. Et du coup, ça lui a fait peur. Elle a l'instinct maternel. Et pendant que la doctoresse allait, elle aussi, je sais pas, chercher peut-être des papiers ou je ne sais pas quoi, elle est partie vite fait. Elle a pris la poudre d'escampette et elle est rentrée chez elle en expliquant à son mari pourquoi elle avait filé aussi vite. Et puis, ils s'attendaient pas à ce qui leur est arrivé. Je sais plus si c'est à 2h du matin. Enfin, ça a été très vite. Des gendarmes sont arrivés. Ils étaient assez nombreux. Ils ont pris des photos. Le papa dit, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Nous venons pour un bébé volé. Ça n'a pas tenu, évidemment. Mais en attendant, ils ont récupéré la gamine. Ils l'ont mis dans une pouponnière. Les parents ont été en garde à vue. Après, ils ont trouvé un autre argument. La petite n'est pas est en dénutrition, enfin pas assez nourrie. Moi, j'ai vu les photos de l'enfant avant qu'elle aille à la pouponnière. Elle était très bien. Moi, j'ai eu un enfant aussi que j'ai allaité. Ils étaient exactement pareils. Sauf que quand il était à la pouponnière, sous prétexte qu'elle était dénutrie, ils l'ont nourrie comme un sumo. Il y a eu de la maltraitance de cet enfant et ça va même encore plus loin. J'en dirai pas plus parce que si les parents se reconnaissent, ils n'auront peut-être pas envie qu'on en parle. Mais c'était terrible. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Ça peut arriver du jour au lendemain. Quand, à force de voir des histoires comme ça, on a l'impression que des gens sont payés pour faire des signalements. Non, parce que pourquoi la doctoresse ferait un signalement? Parce que tout part à volo et puis qu'on leur demande de faire des signalements et que si jamais, dans l'espèce d'hystérie qu'il y a actuellement, quelqu'un ne le fait pas, ça lui est reproché ensuite. C'est un processus de manière générale, mais il n'y a pas dans les tribunaux pour juges pour enfants ou dans les placements pour asos, dans les hôpitaux, des pervers qui attendent de voler nos enfants. Non, je pense qu'il y a juste une désagrégation des services régaliens de l'État qui font que, aujourd'hui, si un de vos voisins appelle le 911 ou qu'une institutrice de l'école, effectivement, a un conflit avec un parent ou alors que quelqu'un de l'hôpital, tout simplement, n'arrive pas ou se sent en faute ou fait une information préoccupante, le procureur ne prendra pas la décision de ne pas la suivre parce qu'autrement il a peur qu'on lui reproche. La machine s'emballe et statistiquement ils font absolument n'importe quoi. Je crois beaucoup plus à la théorie du dysfonctionnement général et à l'exploitation du boxon par des pervers que à l'organisation et à des gens qui de manière volontaire vont aller prendre les enfants des autres. Ça c'est Alors il y a sans doute beaucoup de choses. En tous les cas, il y a quand même par exemple une assistante sociale qui a reconnu parce qu'elle-même était victime de certaines choses, qu'on leur donnait des primes. Alors c'est peut-être pas dans tous les départements. Oui, j'ai vu l'interview, qu'on a une pression, effectivement, il faut placer, oui, c'est exact, mais ce sont des dysfonctionnements généraux, tout à fait. Mais le docteur des hôpitaux, enfin, je veux dire, ma sœur est docteur, elle a fait les urgences, elle n'est pas en train de rôder au-dessus des bébés pour les prendre à leurs parents, si vous voulez. Par contre, la personne qui m'a appelé le week-end dernier en disant que les voisins avaient téléphoné en entendant un truc bizarre et que les gens étaient venus pour leur prendre leurs 2 enfants, enfin un bébé de 18 mois, ça, si vous voulez, c'est un emballement du système. C'est parce que le lien parental n'est plus respecté et la primauté biologique, en fait, n'est pas assez respectée et que chacun se met à intervenir et qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et d'ailleurs, quand ils interviennent, ils le font très mal. Ils le font extrêmement mal. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ce qui est terrible, c'est que donc plus on creuse, plus on voit évidemment tout est inversé, c'est-à-dire des rapports complètement mensongers ou alors avec une vérité et son contraire. Enfin, des gens voient ça, ils disent mais ça vient d'où? Ça c'est un rapport de magistrat.
avec des fautes d'orthographe, avec des Oui. ou les rapports. Bon, c'est d'abord des rapports de l'ASE, mais qui sont repris souvent sans vraiment bien creuser ce qu'ils sont en train d'écrire. Nous avons un problème de médiocrité au niveau des services sociaux, surtout au niveau des enquêtes et de ce qui se passe en amont des déplacements et des travaux éducatifs. Ce sont les administratifs qui font les enquêtes et qui prennent les signalements. Ce ne sont pas des gens qui sont formés à l'éducation ou à la psychologie. Et très souvent, nous avons vraiment des très très gros problèmes de médiocrité à ce stade-là. Ouais. Disons que on s'est aperçu quand même qu'il y a des personnes qui ont été formées aussi pour faire des placements. Moi, j'ai eu le témoignage d'une assistante sociale qui était, son travail, c'était de conseillère en économie sociale et familiale. Avant, elle travaillait auprès de personnes âgées. Après, on l'a mis au service de l'ASE. Et elle a été estomaquée de ce qu'elle a vu. On mettait 3 petites jeunes assistantes sociales sur le même dossier pour pas qu'un jour on leur reproche à l'une ou à l'autre, pour casser vraiment des gens et récupérer les gamins. Et quand elle a voulu commencer à parler, on a cherché à la coincer. Et un jour où elle a voulu protéger une maman qui s'est retrouvée à la rue à cause de ses manigances, eh bien on lui a coupé ses revenus du jour au lendemain. J'ai aussi une cadre de l'ASE, d'ailleurs qui a témoigné, mais elle a été bien menacée après, elle a disparu de la circulation. Moi, je pense qu'elle s'est mise à l'abri. Une cadre, qui est une ingénieure en services sociaux, qui avait été placée sous taquet, je dirais pas le département, pour justement voir ce qui se passe. Elle avait un gros dossier. Des associations non déclarées, des enfants disparus, et j'en passais des meilleurs. Sauf que quand elle a voulu présenter son rapport au président du conseil départemental, elle a eu des menaces très graves. Alors, à un moment, ça s'est calmé parce que elle a arrêté tout. Même son avocat, on lui a demandé d'arrêter. Elle avait un bon avocat. Je veux dire, ça va vraiment très, très loin. Très loin. Oui, non, mais ce que vous dites est vrai. On en a parlé ici avec plusieurs intervenants. Hein. Moi, j'ai interrogé des gens qui ont travaillé pour les services sociaux. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs éducateurs sur cette antenne. J'ai eu la chance d'avoir des responsables de services, des psychologues, des gens qui font partie du système. Et oui, très clairement, il y a des choses qui fonctionnent mal. Après, moi, je n'irai jamais à dire qu'il y a une volonté générale, hein, si vous voulez. J'ai moi-même tenté l'IRTS il y a une trentaine d'années avant de faire mon métier d'ingénieur. Beaucoup de gens qui travaillent chez les sociaux ont une cuillère à café pour essayer de vider un océan et ils font un boulot formidable. C'est pas, on peut pas dire. Vous voyez, bien sûr. Alors attention. Il y a des gens. J'ai 3 témoignages de travailleuses sociales dans mon livre à qui on a fait comprendre qu'il fallait faire des placements parce qu'il fallait faire tourner la boutique. On leur a fait clairement comprendre et j'ai connu aussi des gens, éducateurs et autres, qui sont partis parce que on leur demandait pas de respecter les parents, fallait les infantiliser. Oui, non, mais ça existe. C'est vrai, c'est un problème et ça existe absolument, oui, tout à fait. Mais de façon assez... Pour en revenir à des faux témoignages, je pense à cette petite fille, on était en appel, qui avait été prise en pleine audience dans les bras de la maman alors qu'elle espérait récupérer les 3 autres qui avaient déjà été placés. C'était vraiment terrible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu le rapport de l'ASE le jour même de l'appel, quoi. C'est magnifique. Donc, on nous a donné un petit peu de temps pour le lire quand même. C'est assez habituel, voilà. Tout à fait. Ouais. Voilà, ce qui est complètement anormal, évidemment, on le sait bien. Et là, il disait que la petite fille, ils avaient mis 1 semaine à la décrasser, pour faire croire que les parents ne la lavaient pas, malgré que le médecin de famille ait dit que c'était impossible parce qu'il voyait régulièrement l'enfant. qu'elle avait peur de l'eau. Et là, la grande sœur qui était là m'a montré des vidéos où on voyait la petite s'ébattre dans l'eau. C'était tellement... Les gens, comment ils peuvent imaginer que ces choses-là existent? C'est ça le plus difficile pour faire connaître ce qui se passe. Et quand les gens sont dedans et qui m'appellent, ils m'ont dit franchement, on nous l'aurait raconté, on ne l'aurait jamais cru. Oui, ça c'est une phrase qu'on entend très souvent. C'est lorsqu'on n'est pas confronté à ce genre de choses pour de vrai, on a un peu de mal à y croire. Et la grande difficulté, justement, c'est de ne pas tirer de cas particuliers des conclusions hâtives et générales. Ça, c'est très difficile. Il y a des personnes qui sont très dévouées. Oui. Il y a des personnes qui sont très dévouées et qui aident les parents. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas des fois que, alors qu'ils ont fait des rapports, et tout est transformé à l'arrivée quand ça tombe sur le bureau du juge. Ils disent, mais comment c'est possible? Et ils sont malheureux pour cette famille. Avec des rapports qu'on n'arrive pas à avoir parfois, et tout à fait. Une absence d'interlocuteur, de contre-pouvoir, tout à fait. Ouais. Alors, évidemment, je suis toujours là
Et puis, on a l'impression, voilà, que ce sont des valeurs inversées. Il y a aussi cette question des mamans qui vont porter plainte, ça peut être aussi le contraire, pour de la maltraitance ou des abus sexuels sur les enfants et qui ne voient pas comment s'en dépatouiller sans porter plainte. Et finalement, eh bien, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais porté plainte parce que c'est encore pire. Absolument. Puisqu'on va soit placer les enfants, soit les placer chez le parent qui est violent ou dangereux Non, c'est juste absolument n'importe quoi. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un discours qu'on est beaucoup d'intervenants à dire. Parfois, moi, je rencontre des gens qui préfèrent déménager et ne pas... Enfin, si votre enfant se fait agresser à l'école ou revient du centre aéré ou d'un événement sportif ou d'un club avec un problème, c'est dangereux d'aller se plaindre et vous risquez effectivement de le perdre et il peut se passer absolument n'importe quoi. Ça, c'est une grande vérité. De la même manière que si vous allez au tribunal pour dire que votre enfant a un problème avec une personne, c'est devenu un tel boxon et un tel tapis vert que tout peut arriver, y compris le placement chez l'agresseur. Ça fait partie des possibilités qui sont effectives. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Sylvie, là, il nous reste 1 minute 30. Qu'est-ce que vous avez créé ensuite comme association? Vous avez créé donc l'association... Communiquer pour vivre. Oui, tout à fait. En quelle année? 1900... peut-être 1989, que je dis pas de bêtises, mais non, c'était 1900... Oui, 88, 89, quelque chose comme ça. Je sais plus, mais ça fait longtemps. Oui, donc vous avez une expertise, vous avez vu passer un certain nombre de dossiers, on peut dire que vous avez vu passer... l'association, je ne l'ai pas créée pour ça, puisqu'en fait, au début, cette association, parce qu'avant j'habitais, j'avais déménagé, parce que je suis veuve d'un premier mariage, et là où j'habitais avant, j'avais déjà créé une association. Mon but, c'était de mettre les gens en contact, voilà, en lien, et communiquer des vérités, donner la parole à tout le monde, voilà. J'allais au conseil municipal régulièrement, et puis j'ai voulu refaire ça là où j'ai déménagé, pour aller de l'avant avec les gens. Une vraie démocratie. D'accord. Voilà. Donc Sylvie Castro, on vous trouve comment? Alors, si vous tapez sylviecastro28.com, vous tombez déjà sur mon association Communiquer pour vivre, où vous voyez toutes sortes de choses que j'ai faites voilà, jusqu'ici. Et puis, il y a un site que vous pouvez vous marquer juste Défense Famille, vous allez le trouver, qu'un ami qui a TV28 dans l'Eure-et-Loire m'a aidé à faire. C'était lui qui m'a dit il faut que tu fasses un site que là-dessus. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Famille, justice, enfance.